Ok, bah si tout fonctionne, c'est y part. Euh, alors, petite précision, n'hésitez pas vraiment, s'il y a des questions pendant cette présentation, je vais essayer de switch un petit peu avec les chats, ou en tout cas, Poda et Niche me diront s'il y a des questions. Attendez pas forcément la fin de la présentation pour les poser, c'est cool que ce soit un petit peu interactif, ça évite que nous, speakers, on parle pendant une demi-heure non-stop et qu'à la fin on se dise attends mais est-ce que ça marchait, est-ce qu'on m'entendait là? C'est quand même nettement plus chouette. Ok, c'est y part. Donc, Pentest Web 101. Ce que je vais vous présenter en partenariat avec RootMe, c'est une petite exploit chain, la méthodologie web, et pourquoi est-ce que moi je surkiffe le web plus que de l'AD, du forensic, de la crypto ou autre. Même si on peut vraiment, il y a des overlaps dans tous les milieux. Donc déjà pourquoi le web? Moi je kiffe ça. Il y a en sécu offensive trois topics principaux on va dire, que ce soit audit web, audit interne, donc plus centré Active Directory, Windows, et ensuite Red Team qui à mon sens est un peu un cumul des deux, parce que si vous n'êtes pas bon en web vous n'aurez pas votre accès initial, si vous n'êtes pas bon en interne, bah, vous aurez votre accès initial et vous en ferez que dalle. Donc à mon sens c'est un peu un ordre logique pour cette progression dans le pentest. Ok, c'est cool. Voilà, on sait ce que c'est le hack, on sait ce que c'est vite fait le web. C'est des navigateurs, c'est des serveurs, des fronts, des backs, du full stack, un peu de DevOps pour ceux qui aiment. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a les technos? Qu'est-ce qu'on va faire avec? La roadmap, ça va être petit 1, une intro à l'OWASP, parce que c'est une méthodologie qui, mine de rien, a fait ses preuves. C'est très scolaire, c'est pas le plus funky, mais bah, ça recense les vues les plus classiques, donc en fait, c'est juste des stats. C'est pas le plus fun, mais c'est méthodique. Si vous savez qu'il y a des chances qu'il y ait des vues, bah, vous savez ce que vous allez potentiellement trouver, et donc accroître vos chances de les trouver. Une petite étape sur la reconnaissance, comment bien fingerprint votre target, comment voir qu'est-ce qui dépasse, qu'est-ce qui semble intéressant, apprendre à vraiment faire le tri entre ce qui est utile et ce qui est juste là pour vous faire perdre du temps, parce que Dieu sait que ce soit en CTF ou en Pentest Pro, bah, le temps c'est c'est la contrainte principale à mon sens. Comment trier toutes les reconnaissances, comment savoir si ça a été utile ou pas, quels sites peuvent vous être utiles pour trouver des exploits, quels sites peuvent vous être utiles pour aller faire vos setups en speed pour pouvoir voir si vous avez une chance de pouvoir attaquer et conclure votre RCE. Comment est-ce qu'on weaponize les attaques? Petite conclusion. Et ensuite, pourquoi est-ce que le pentest c'est très différent du CTF? Et vous verrez que c'est assez important. Donc petit zéro, parce qu'on est en info bien sûr, intro à la méthodologie OWASP. Donc OWASP, faut savoir que Open Web Application Security Project, si je ne me trompe pas, mais j'ai pas révisé, ils mettent régulièrement à jour les top 10 ou top 20, parce qu'il y a quand même des top WASP étendus, sur quelles failles vous avez le plus de chances de trouver, quelles sont les manières de les détecter, quelles sont les manières de les corriger. Et bien sûr, si vous savez que vous vous attaquez à une application qui semble très vieille. Ça sert pas à grand chose d'aller regarder les top 10 Awards 2021 parce que votre appli elle a été faite en 2010-2015 et du coup bah ce sera pas les mêmes failles. Donc vraiment pensez rendement, pensez optimisation, optimisez vos chances de péter les trucs et du coup bah prenez les bonnes billes, les bonnes cheat sheets on va dire. Donc je vais peut-être pas vous faire une présentation de quels sont les différents types de vulnérabilités, parce que globalement, bah, c'est le web de tous les jours, ça va être des injections SQL, ça va être des injections de JavaScript, de la server-side request forgery, des injections de code. Globalement, c'est tout ce qui a été fait par des gens qui disaient ouah, ça passe, et en fait, peut-être pas tant que ça. La reconnaissance. Reconnaissance, on sait qu'il y a des millions d'outils. Genre vraiment, il y en a beaucoup trop. Que ce soit pour du... Donc là, je vais faire un petit peu une liste quand même et vous dire quelle est l'approche que je fais moi. Scan de port, les classiques, du Nmap, du Zmap ou Znmap. Donc Znmap, ça va être beaucoup plus rapide, ou Zgrab. Znmap, ça va être plus graphique, donc c'est plutôt quand on débute, en vrai, il n'y a pas forcément besoin, mais admettons. Naboo et les autres projets, les autres outils de Project Discovery qui sont vraiment chouettes parce que c'est un petit standalone qu'on peut aller, que ce soit un exe, un elf, un macho, on peut aller les poser directement sur la machine sans passer par des proxys et donc avoir vraiment euh, une vitesse de scan plus puissante. C'est RustScan et pas Rustacan, bien entendu. Pour ma part, je me tiens au basique, à savoir Nmap et HTTPX parce que ça fait le café, que ça se parse bien, ça s'automatise bien. Et, euh, et voilà, pas besoin de s'embêter beaucoup plus, je trouve. Nmap, il y a tellement d'options que bien maîtriser Nmap, ça demande déjà un certain temps. Pas juste le Nmap classique, all ports, c'est. Voilà.
Pour ce qui est du fuzzing de directory, une fois que vous savez que vous avez un service ouvert, que ce soit du HTTP, du HTTPS, bah, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu quelle est la surface d'attaque qui est non référencée. Par exemple, un panel d'admin ne serait pas référencé sur l'application, mais ça va être important pour vous d'aller creuser un petit peu, voir s'il n'y a pas quelque chose qui est non référencé mais qui dépasse. Ok, petit check chat, tout va toujours bien. Ensuite, du FUF, du DIR-Search, du WFuzz. FUF, à mon sens, est vraiment le plus sympa, agréable, optimisé. DIR-Search est pratique parce que Python, tout ça, et WFuzz j'ai eu une meilleure expérience pour certains retours qui étaient passés sous silence par les autres, et il se proxifie bien, vu que Python, vu que... je sais pas, il est plutôt bien fait. Mais FUF, c'est le fire. Tout au long de ce petit talk, je vais insister sur l'importance de faire vos propres outils. Si vous utilisez les mêmes outils que tout le monde, vous allez trouver les mêmes bugs que tout le monde. Moi là, il y en a un petit qui est en cours de rework qui s'appelle AutoFuzz, qui va faire exactement ce que fait un intruder de Burp, mais avec plus de champs qui vont être faisés, et avec certaines procédures, certains macros qui sont built-in par défaut. C'est une approche comme une autre. Quelqu'un qui maîtrise très bien Burp et qui code pas très bien, bah forcément faites Burp. Quelqu'un qui maîtrise bien d'autres outils, il y en a probablement plein. Chacun sa méthode, tentez des trucs. Le crawling, bien sûr, très, très utile. Des fois, il y a des sites qui ont plein de liens qui ne sont présents sur le site, mais pas référencés par la plupart des crawlers, par exemple. Acrawler et BirdSpider sont très bien, mais ils vont souvent se référer au DOM et au parsing de fichiers JavaScript pour récupérer les liens. Et si dans une page, il y a juste en texte brut /coucou, bah, ce sera jamais pris. Donc j'ai fait la démarche de réimplémenter un crawler perso qui va avoir beaucoup de faux positifs, mais malgré ce coup-là, il y aura aussi des petites trouvailles, des petits crashs, des petites pages qui en sont pas vraiment, qui ont provoqué des comportements bizarres sur une application et qui vont vous permettre de d'étendre au maximum la surface d'attaque pour savoir ce que vous pouvez avoir et ce que vous pouvez en faire. Ensuite, bien sûr, très important de savoir quelle technologie vous faites face, parce que bien sûr, essayer d'aller taper une injection de code PHP sur une application Java, ça va pas forcément se passer de manière optimale. Donc Wapalizer, WhatWeb et j'en passe, il y en a pas mal. Il y a du gratuit et du payant comme toujours. Méfiez-vous pour le payant parce que si c'est en software as a service, vous n'êtes pas trop censé l'utiliser parce que vous n'avez pas trop le contrôle de ce qui se passe derrière. Pour ma part, c'est soit Wapalizer, et donc certes, il y a une remontée, mais c'est tellement que des sites qui sont déjà accessibles publiquement que, admettons, et grep. On le dit pas assez, hein, mais vous voulez savoir quelle technologie il y a sur un site, bah, vous faites un coup de crawl, un coup d'énum de répertoire, enfin de path, de répertoire, et vous faites juste un grep sur un numéro, point un numéro, point un numéro, vous allez avoir les versions. Vous faites un grep sur CMS, framework ou quelque chose, vous allez avoir des informations. Vous faites une liste custom de plein de frameworks connus. Plein de manières de faire ça, et bien sûr, une fois que vous avez identifié à quel framework vous faites face, si c'est pas que du code custom, eh ben, il y a plein d'outils qui sont encore plus spécialisés pour augmenter vos chances de péter le framework en question. Si c'est du code custom, bah, il n'y a pas de framework, mais souvent c'est nettement plus fun parce que ça a été moins été audité, c'est plus du fait maison, et souvent c'est les meilleurs audits le code custom, qu'on se le dise. Grep, j'insiste, pas grep du full text. C'est chiant au début, mais apprenez les regex. Les regex en -e majuscule ou -, majuscule pour qu'ils soient un poil plus. Je sais pas, moi je préfère les regex typés Perl. Coucou, un ami du Perl qui se reconnaîtra. Il y a plein de choses à faire. Essayez vraiment d'optimiser votre usage de la command line des regex parce que et aussi du bash kung fu avec sort, avec awk, avec grep, c'est vraiment un moyen de gagner en efficacité. Worty FUF supérieur à all clairement et le chat toujours pas grand monde. Donc reconnaissance des outils, on sait qu'il y en a énormément. Donc après ce qui est dur c'est de faire le tri sur quels sont ceux que je veux utiliser. Il n'y a pas de... Là je vais donner les quelques-uns que moi j'utilise ou que j'ai pu faire, mais il n'y a pas de recette magique. Le meilleur outil c'est celui que vous contrôlez le mieux. C'est pas celui qui a le mieux marché pour telle personne qui a fait 3K en bug bounty, même s'il a fait 100K en bug bounty. Vraiment le mieux c'est vous êtes à l'aise avec, vous savez pourquoi il marche, vous savez ce qu'il fait, vous êtes sûr qu'il va pas péter des trucs, péter une prod sans que vous le sachiez, et que vous pouvez corriger ou patcher suivant vos besoins. Donc bien sûr, en plus, plus le processus de recon avance, plus vous allez avoir besoin d'utiliser des tools plus spécifiques. Donc ça sert à rien de donner une liste exhaustive. Petit 2,
inspect your findings. C'est bien beau d'avoir fait des crawls, des FUF, des get, des bypass d'autant et j'en passe. Si vous savez pas trop si ce que vous avez fait c'est utile ou pas, ben au final vous avez juste de la donnée brute. Donc là il y a vraiment une phase qui à mon sens est très importante. Euh, à mon sens ça sert pas à grand chose de se dire, bon bien sûr si vous faites du recheck de CVE et qu'il y en a une qui passe, c'est gagné. Si c'est une RCE c'est encore mieux. Si c'est un remote route, allez, yallah. Mais c'est pas forcément souvent le cas. À mon sens, le plus intéressant ou le plus efficace, ça va être de provoquer des comportements bizarres sur l'application. De voir qu'est-ce qu'elle fait, s'il n'y a pas moyen de lui faire cracher des erreurs, une stack trace, un warning, quelque chose, une fuite d'informations. Une fois que vous avez ce comportement bizarre, essayez d'identifier si c'est bizarre, mais admettons, c'est juste mal fait. Si c'est vraiment un comportement qui vous semble exploitable, s'il y a un retour une fois sur deux, en ce cas-là, on peut se dire que peut-être il y a deux machines à reverse proxy. Il y a vraiment plein de comportements qui vont vous permettre de mieux cibler le type de système auquel vous faites face. Et bien sûr, si vous avez des erreurs un petit peu plus juteuses du type je n'ai pas réussi à compiler ton template ou ce programme n'existe pas. Là, faut creuser direct parce que en modifiant un tout petit peu votre attaque, la RCE elle est pas loin. C'est bientôt gagné. Une fois de plus, grep. Une fois que vous avez votre crawl, enfin fait votre crawl du site, un petit coup de grep avec quelques options du genre du récursif, fais pas attention à la case, me donne pas les noms des fichiers, active les regex et je veux que ce que tu as match, ben ça plus un coup de sort et unique, d'un coup on a une liste qui a à faire plus que peut-être 8 ou 9 lignes, ou allez admettons 300 lignes, mais 300 lignes ça reste faisable par un humain, et ça vous permet de savoir qu'est-ce qui est intéressant. Dès qu'on a de l'erreur de parseur, dès qu'on a des warnings, dès qu'on a des MySQL quelque chose erreur, ça sent bon, qu'on se le dise, c'est là où il faut commencer à s'acharner un petit peu plus. Je fais des checks de temps en temps, parce que j'ai quand même un réseau de montagne, donc un petit peu peur que ça crache. Ok, d'autres choses à prendre en compte. À mon sens, actuellement, pour ceux qui utilisent FUF va garder les pages du type 200, du type 300, quelques 400. Vous voulez pas ça. Vous voulez pas qu'un outil vous rende aveugle à un nombre incroyable de pages. C'est arrivé déjà plusieurs reprises d'avoir une RCE sur une page 500. Parce qu'un 500 en soi, c'est un crash. Un crash, ça peut être un template qui n'a pas marché. Une 403, c'est oh non, j'ai pas le droit d'accéder à la page. Que dalle, faut essayer des bypass de reverse proxy, d'URL encoding, de pass, de point point slash, des choses. Faut essayer de regarder, de pas trop fier au navigateur qui lui va normaliser les URI, les URL. Donc vraiment, essayez. Moi j'ai donc fait des alias qui vont utiliser FUF pour dire tu notes tout, peu importe le code de retour. Et ensuite fait des alias qui vont faire un dictionnaire en prenant en clé le nombre de mots, le nombre de lignes, le nombre de pas bytes parce que ça c'est trop considérable. Ah oui, et le code de retour bien sûr. Et en faisant un dictionnaire sur ces trois valeurs, eh ben, on se rend compte que on a une liste nettement plus exhaustive. Et donc là, sur le cas d'école que je vous présente, euh, on se rend compte qu'on a pas mal de pages, donc suite à un FUF qui n'était pas référencé, qui une fois affichées proprement, bah, on se rend compte qu'on a tout un tas de pages qui nous répondent. Donc par exemple, on a des slash management, slash XMLP server. Ok, cool. On a de la donnée. Maintenant qu'on a de la donnée, qu'elle est bien triée, qu'elle est bien affichée, qu'allons-nous en faire? Eh ben, c'est très simple. Comme tout le monde, on n'a pas la science infuse, donc on va juste aller sur Internet et faire mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est? Petite question, il y a en TI, tu as une liste de préférences pour le dire File Discovery de Mizou. Oui, j'ai des listes de préférences. Globalement, j'aime bien les checklists en raft, que ce soit du médium ou large, suivant si ton backend répond vite ou pas. J'aime beaucoup la quick hits, qui, bah voilà, c'est un quick hit. Si ça marche, tu te mets bien. Si ça marche pas, t'as pas perdu beaucoup de temps, donc tant mieux. Et sinon, j'ai fait pas mal de wordlist custom avec des honeypots, parce que si sur Internet des gens s'amusent à spray une vulne, c'est que elle marche, c'est que c'est rentable pour eux. Donc si ton pote se prend une vulne et que toi tu fais une liste de toutes les vulnes qui ont été tentées contre toi, si tu les rejoues, bien sûr en les ayant rendues non agressives, parce que tu veux pas donner un shell directement à quelqu'un qui a essayé de t'attaquer.
Du coup, une fois que tu t'es fait ta liste et que tu l'as rendu clean, bah si tu as un match, tu sais que c'est RCE quasiment direct. Et ça fait des word lists relativement concises une fois que tu les as nettoyées. Donc voilà, on en était à, on a des URL, on va chercher un petit peu sur internet et on se rend compte que on avait fait des greffes sur les digits. On voit que les digits, ils disaient attention, on a un Oracle B-Publisher. Très bien. Moi, je connais pas trop. On cherche internet, /XMLP serveur, et on se rend compte que on sait quelle version on a, on sait quel software on a, Royal. Cool. Maintenant, comme tout le monde, on cherche le nom de ma techno plus le mot-clé exploit ou bug. Bien sûr, on pense au dork des double quotes pour être en exact match, en tout cas faire des choses approximatives. Et assez vite, on se rend compte que, ben, cool, on a une version qui est déjà vulnérable à une XXE. Donc XXE, XML External Entity, ça permet soit d'aller lister des fichiers, soit d'aller résoudre des entités, soit d'aller lire des fichiers, soit d'aller DOS un serveur, soit d'aller exfiltrer des fichiers, soit de faire émettre une requête. À mon sens, c'est une faille qui est vraiment très puissante et c'est assez inadmissible qu'on soit encore régulièrement confronté à ce genre de bug, mais genre très très régulièrement. Ça devrait être le défaut de tous les parseurs de désactiver les entités par défaut, mais bon, l'année du safe by default, je pense que 2022, c'est pas encore. Un jour peut-être. De toute façon, PHP existe encore, donc voilà. Toujours est-il, là on a une XSE, on va voir ce qu'on peut en faire. Très bien, on a des bugs, on a des exploits. Là, on arrive à une phase où soit on a assez de bugs et assez de primitives d'attaque pour se dire on va commencer à les chaîner et partir to the moon, soit on se dit on a des informations mais ça semble pas être suffisant pour compromettre la cible, donc on va continuer à creuser. Donc là, ce que je vais faire, c'est un mix des deux. On a une XML external entity, on peut lire des fichiers, mais on peut faire des requests, mais faire quoi? Lire quoi? Eh ben en fait, le chemin que j'ai choisi, c'est, j'adore le tricot, attention, d'utiliser cette XXE pour faire des server-side request forgery, donc faire en sorte que le serveur exécute des requêtes HTTP ou FTP ou j'en passe à ma place, pour énumérer soit la loopback, soit 000, soit localhost, donc histoire d'avoir différents hostnames et différents points d'entrée. Et pour ces 3 ou 4 hostnames, essayer de voir quel port répond. Et une fois qu'on sait quel port répond, réutiliser les wordlists initiales pour voir quel path, quel répertoire peut répondre. Et une fois qu'on a tout ça, si on n'est pas trop blind, en fonction du temps de réponse, en fonction des codes de réponse, bah on peut commencer à avoir une surface d'attaque nettement accrue. Petite balle perdue pour PHP, tout à fait, tout à fait. On peut faire des RC sur une application qui est tombée avant. Exact, exact. Surtout si vous êtes en pentest, pensez à la santé de vos prods, parce que la santé de vos prods, c'est la confiance de vos clients. Donc, Weaponize or GTFO, la suite. Là, il se trouve que en faisant des tests, on se rend compte que sur 127.0.0.1, on a un retour sur le port 443 et 80, et que sur le port 4, non, c'était le port 480 en l'occurrence, et avec une deuxième requête. En fait, là, ce qui a été utilisé pour exfiltrer le screenshot que vous voyez là, donc cette information, c'est le fait d'avoir une première requête vers le port 80, loopback, récupérer le contenu, le mettre dans une entité, donc dans le XML, et demander une seconde requête qui va faire une requête vers un serveur que je contrôle moi, qui va, elle, avoir donc mon serveur slash point d'interrogation mon paramètre égal, et là on demande de mettre la réponse de la première requête. Donc en fait on arrive à avoir une SSRF non blind, non aveugle. Donc arriver à voir que ben coucou Oracle WebLogic Server Administration Console. Ça fait quand même beaucoup de mots-clés qui sentent bon là. Donc là on se dit très bien, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? On continue à creuser, on cherche un petit peu sur internet et on se rend compte que quand on a une console, ben, on est censé pouvoir avoir. Enfin, il y avait également un contournement d'URL. Et donc là, en creusant un petit peu, on se rend compte qu'il y a un second port qui est censé être disponible, qu'il est censé être accessible avec un contournement d'URL. Bon, bah, c'est y part, hein. On cherche sur internet, on cherche point à part dans mon honeypot et on trouve des payloads valides. Et des payloads valides et shell. Donc bien sûr, il y a un petit peu de test. Essayez de toujours préférer de faire des callbacks DNS quand vous faites une RCE.
Essayez pas directement de faire un curl ou un reverse shell parce que si votre reverse shell ne fonctionne pas, si c'est pas la bonne architecture, si au final ça fonctionne mais vous êtes bloqué en sortie parce qu'ils ont pas mis de route par défaut, des choses comme ça, vous allez être embêté. Si vous faites, même si tous les ports sont filtrés des fois, puisque vous allez taper sur une machine Windows en interne, ben, même si tous les ports sont filtrés vers Internet, si vous demandez une résolution DNS, donc host de quelque chose ou NSLookup de quelque chose, vous allez au final avoir la machine que vous attaquez qui va demander peut-être au serveur DNS du domaine contrôleur de l'infra que vous tapez, qui lui va résolve. Donc en fait, toujours privilégier la sortie DNS, vous allez accroître vos chances de ne pas rater une faille qui serait passée. Maintenant, pourquoi est-ce que le pentest c'est si différent du CTF? À mon sens, le CTF, faut pas trop taper sur l'infra parce qu'on sait que souvent c'est fait par des bénévoles ou par des gens qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais les moyens sont pas forcément les plus avancés. Du coup, on va essayer de faire des scans rapides mais pas de péter la prod. On va essayer de faire des FUF avec des wordlists assez agressives. On va essayer de se faire peut-être des FUF avec des méthodes différentes, du post, du delete, des choses comme ça. On va pas avoir trop de scrupules en CTF à prendre un formulaire et le submit 400 fois pour tester 400 payloads parce eh, qu'on se le dise. Quand on n'a pas envie de réfléchir, on prend une wordlist de payload qui a l'air bien, on automatise, on dit vas-y go et on va juste trier les résultats. Si vous êtes en pentest, faire ça, ça veut dire que peut-être derrière son écran, il y a un administrateur qui aura reçu 400 mails. 400 mails peut-être à des heures qui ne sont pas les salles où il travaille, peut-être dans un autre pays. Peut-être que c'est envoyé pas à une personne mais à 40 personnes. Peut-être que si vous vous envoyez un forme de création d'utilisateur, vous allez créer 3000 utilisateurs et complètement DOS le site. Faut quand même vraiment se méfier aux conséquences que chaque requête peut avoir quand on fait un test en production. Pareil pour tout ce qui est écraser des fichiers. Si vous écrasez une clé SSH en pentest, en CTF, ok, c'est marrant, ça marche. Si vous écrasez une clé SSH en prod, ça peut être de l'automatisation qui pète, ça peut être un administrateur serveur qui perd accès à son serveur, ça peut être dramatique. Enfin, quelques petits mots sur les web shells. On est beaucoup à commencer tout le monde commence le pentest ou le CTF par ah trop bien, j'ai fait un one-liner PHP web shell très court et ça marche nickel. Si vous faites ça en production et que à ce moment-là, quelqu'un s'amuse à tester des passes de web shell ou même juste crawler le site et que vous avez déployé une nouvelle page ou un nouveau template dans un WordPress avec votre shell dedans. Si quelqu'un essaye, point d'interrogation, CMD égale quelque chose, et croyez-moi, vu le népot que j'ai, c'est plusieurs fois par jour, ça veut dire que vous, pentester, vous mettez l'infrastructure que vous allez tester à risque. Et ça, c'est pas franchement admissible en pentest. Et pareil, bien sûr, si vous essayez de péter de Windows, le classique c'est je vais activer un RDP ou je vais me faire un port forward ou des choses comme ça. Essayez toujours d'authentifier, essayez toujours de ne pas exposer, essayez toujours de, par exemple, si vous faites un port forward, l'envoyer sur la loopback de votre serveur, serveur avec une IP publique, et ensuite de tirer cette loopback chez vous, de ne pas exposer ça directement sur le serveur public, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc voilà, pensez à la charge du serveur, pensez aux données utilisateurs, à ne pas trop éclater, en tout cas le moins possible, et bien sûr, pensez à si un problème, ça sert à rien de faire canard, allez directement parler au manager, allez directement parler au client, essayer de résoudre le problème le plus tôt possible, et, euh, et surtout essayer de ne pas faire de RMRF en production, c'est mieux. Quelques petits mots pour conclure cette présentation. Si vous vous amusez à faire du pentest ou de la recherche de Zero Day, ce que j'invite forcément à faire parce que c'est super fun, gardez en tête que rien n'est sécurisé ou rien n'est sécurisé pour toujours. J'ai vraiment pendant longtemps, donc là c'est vraiment un retour personnel, hein, pendant longtemps je fais des tests en me disant bah, je vais creuser et au bout de creuser un jour, 2 jours, on se dit bon bah il n'y a rien sur ce site et donc je vais plutôt essayer d'aller lire du code ou partir en R&D sur tel sujet. C'est pas forcément la bonne approche parce que, également, expérience personnelle, on se rend compte des fois le vendredi matin que, ou le vendredi après-midi, ah attends, j'avais pas pensé ça, il me manquait cette wordlist ou ce paramètre, et en creusant un peu, ah, une injection SQL, ah, un mot de passe, ah, RCE. Bon, RCE, mais si je m'étais arrêté là, je serais passé à coder d'un truc qui en fait était plutôt trivial. Donc rien n'est sécurisé ou rien n'est sécurisé pour toujours. Par exemple, là récemment, il y a des super articles qui sont sortis sur de l'exploitation binaire, qui avec des techniques qui n'avaient été encore jamais connues à ce jour.
avec du bypass, d'ASLR, plus ROP, plus, enfin, des dingueries. C'est pas parce que quelque chose est actuellement n'a pas de faille ou n'a pas de CVE ou semble sécurisé ou n'a pas eu de CVE publié depuis 10 années que c'est safe. Creusez. Peut-être que ça a été silent patch. Wink. Peut-être que ça a été patché correctement mais qu'il n'y a pas de process de CVE en cours. Peut-être que ça a été, vu la criticité, une demande explicite de ne pas en avoir. Peut-être qu'il y a plein de vulnes mais que tout le monde les garde pour soi parce que c'est plus sympa. Amusez-vous, creusez, on sait jamais. Deuxième, deuxième conseil, faites vos propres outils. Comme dit au début, utilisez des outils que tout le monde utilise. C'est marrant, mais vous allez apprendre à être un utilisateur. Un utilisateur avancé, certes, mais un utilisateur. Si vous commencez à faire de l'automatisation sur ces outils, ça devient un peu plus fun. Si vous commencez à les patcher, ça devient très chouette. Et si vous commencez à faire les vôtres, ou en tout cas à forquer de l'existant pour faire des trucs plus intéressants, ou encore mieux, faire comme Poda et contribuer à tous les outils, Wink V2, c'est trop bien. Vous rendez ce que la commune vous a permis de faire, d'apprendre et d'utiliser, et c'est super chouette. Donc voilà, dernier point, la communauté, c'est super important, que ce soit juste en termes de contribuer à l'open source, ou plutôt, ce que je peux vous suggère le plus, faire des petits groupes de 3, 4, 6, admettons, et vous amuser en groupe toute la nuit à tryhard sur un challenge, sur une recherche, sur essayer de faire de la one day. Quand vous savez que c'est vul, il y a la seule chose qui vous sépare du fun et de la RCE, du POC, tout ça, c'est du temps. C'est que du temps. Amusez-vous. Voilà. Donc merci pour le staff RootMe de s'être motivé à organiser tout ça. Merci aux développeurs de ce superbe petit monde qui font des superbes features, des super bugs. Et bien sûr, merci à tous ceux qui font des tools, qui font des articles, qui font des choses, qui ont la déterre de se bouger pour faire avancer des choses. Alors, petit passage chat. Faut pas trop taffer sur la fra. Oui. C'était une battle. Putain, c'est super galère à lire. Bien sûr, s'il y avait des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est maintenant, c'est le bon moment. Do not break prod, exact. Non, mais on le dit, mais en fait, on s'en rend jamais assez compte que la plupart des prods vont tenir, quand on fait l'énumération de répertoire, je sais pas, 20 threads. Certaines vont tenir 50, 100. Le testez pas. La plupart du temps, je vous conseille vivement de commencer en, je sais pas, 2 threads. Et si, suivant comment ça répond, là, en balancer un peu plus, un peu plus. Mais essayez d'avoir quelque chose comme un curl qui tourne en fond avec juste un while, et vous mettez donc while true, time et le curl sur votre serveur. Et donc vous énumérez, et dès que vous voyez que le temps de réponse commence à baisser, vous diminuez le nombre de threads. Comme ça, vous allez éviter de faire un drama et de vous faire taper sur les doigts. 200 IQ. Eh bien, de rien, c'était un plaisir.